invité ce matin, c'est le grand rabbin de France, Haïm Corsia. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau ce matin. On va bien sûr avec vous parler de cette visite du président français. Il est arrivé, Emmanuel Macron, il y a 2 heures maintenant en Israël. D'abord et avant tout pour souligner la solidarité de la France avec l'État d'Israël, mais aussi pour appeler notamment à la reprise d'un véritable processus de paix. C'est ce que disait hier le palais de l'Élysée, la création d'un État palestinien, voire l'arrêt de la colonisation. Est-ce que tout cela, ce sont des objectifs que vous partagez ? Je crois que le plus important, et ce que le président fait au nom de la nation, c'est d'aller prendre les Israéliens dans ses bras. Il a rencontré les familles des victimes. C'est d'avoir des échanges et faire ce que le Talmud dit d'une formule merveilleuse. Quel est le sage? Celui qui voit ce qui va devenir. C'est-à-dire celui qui anticipe sur le futur. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est d'abord de dire à cette société israélienne que ce qu'ils ont subi, c'est quelque chose que nous avons tous collectivement ressenti, et parler du sujet essentiel des otages, parce que c'est quelque chose qui heurte profondément. Tous les massacres nous ont bouleversés, nous ont sidérés, mais les otages, c'est une situation qui perdure. Alors, parlons des otages. Je sais que c'est quelque chose qui est important pour le président, parce que nous en avons parlé, et que... Vous en avez parlé directement avec lui. Je sais, parce que nous en parlons effectivement, que la question des otages est une question importante, sur laquelle d'ailleurs la France travaille depuis le début. Hardy également hier, effectivement, c'était une priorité. Mais oui, d'abord parce que nous avons des concitoyens qui sont pris en otage. Mais je crois 30 qu'il y a... Français morts, 7 qui sont disparus, une formellement en otage et 6 dont on redoute qu'ils soient effectivement en otage également. Mais il y a une question universelle de sauver les otages, c'est-à-dire de faire en sorte que, soit par des discussions, soit par les moyens qu'on veut, on trouve à récupérer ces personnes et qu'on les ramène chez eux. C'est un objectif, je dirais, humanitaire et universel. Est-ce que c'est entre les mains du président français? Est-ce que vous attendez de lui qu'il soit capable d'avancer sur cette question des otages, sur leur libération? Il y a d'abord la question de porter cette question. Ça, c'est essentiel. Comment la parole de la France, qui compte, puisse être associée à l'obsession de faire revenir les otages. Et puis, il y a le fait de ne pas les oublier. Je pense que on est tellement dans, et vous le voyez bien sur vos images, dans le commentaire de ce qui se passe, dans l'évolution du conflit, dans les dégâts d'un côté, de l'autre, et je le conçois. Que finalement, l'urgence fait que c'est quelque chose de difficile. N'oublions pas les personnes humaines. Nous avons un moment assez particulier dans le judaïsme, c'est le grand rabbin d'Afrique du Sud, qui s'appelle le grand rabbin Goldstein, qui a 10 ans avait lancé ce qu'on appelait un Shabbat mondial. Le Shabbat, c'est le samedi. Tous les samedis, c'est récurrent, tous les 7 jours. Mais lui, il avait décidé de faire de un samedi par an, un samedi mondial qu'on pourrait vraiment partager. C'est une belle idée. Ça sera la semaine prochaine, pas ce samedi qui vient, le suivant, début novembre, 2 novembre. Moi, j'ai proposé que dans ce Shabbat, toutes les familles qui le célèbrent, où on fasse venir des gens qui ne le vivent pas habituellement, nous gardions une place vide, comme une façon de dire notre table du Shabbat n'est pas complète tant que les otages ne seront pas là, c'est-à-dire nous forcer presque spirituellement à percevoir, à ressentir leur absence. Parce que vous considérez qu'aujourd'hui, les otages et leurs familles ne sont pas suffisamment pris en compte, au-delà du symbole, qu'il n'y a pas un engagement, un soutien suffisant? Non, d'abord parce que ces choses-là n'ont pas à se faire en public. Je trouve que les négociations se font de manière discrète, de manière, je ne dis pas secrète, mais discrète, parce que ce sont des choses qui n'ont pas besoin de la publicité, on n'a pas besoin de le faire sous les écrans des caméras. Mais je pense qu'il y a aussi un enjeu à ce que la population n'oublie pas. Souvenez-vous qu'en France, quand nous avions des otages, dans divers pays, nous avions le décompte jour par jour, tous les jours, au journal télévisé, aujourd'hui, 1200 jours, etc. C'était une façon d'ancrer dans notre inconscient collectif l'idée que ces personnes nous manquent. Et moi, je trouve que quand il y a des otages qui sont pris de cette façon, avec cette violence, cette haine, cette rage, il faut qu'on puisse les garder. Donc, l'idée de garder une place vide dans ce Shabbat mondial, c'est une façon de dire, c'est quelque chose qui nous manque. Nous manque personnellement, individuellement. On ne peut pas juste dire, il y a des gens qui s'en occupent, les pays en parlent les uns aux autres, donc c'est bien. Non. C'est quelque chose qui doit être une façon permanente de le penser. Moi, je le vois de façon spirituelle. Mais ça, c'est mon rapport à l'engagement dans le monde. Je pense que ce qu'on fait, y compris spirituellement, peut transformer les choses dans le monde. En tout cas, le fait que toute une population soit capable de dire
ils nous manquent, eh bien, c'est une façon de ne pas les oublier. Mais là, vous le dites pour ceux qui célèbrent le Shabbat. Oui, mais je peux Il le y a le faire reste de la société partager. Vous française. savez, si on veut le faire dans la société française le dimanche, Mhm. ça me va bien aussi. Mm. Si tant est qu'on respecte un peu cette belle coutume du repas dominical en famille, et si tous nos concitoyens veulent le faire ce même début novembre, ce dimanche du début novembre, ce sera une belle façon de partager cette espérance. Pour la libération des otages, M. Corsial, le chef de l'État, a aussi souligné, à l'occasion d'une autre libération, celle d'otages américaines en fin de semaine dernière, le rôle joué par le Qatar. Un rôle très important, dit-il. Il dit qu'à travers le truchement du Qatar, des solutions peuvent être trouvées pour sortir le maximum d'otages. Est-ce que vous partagez cette idée que le Qatar peut être une chance pour les otages aujourd'hui ? Tous les pays qui peuvent intervenir sont les bienvenus. Mais c'est aux États à mener ce genre de discussion, soit pour leurs nationaux, soit de manière plus large et plus globale. Évidemment, le Qatar a un rôle à jouer dans la mesure où les dirigeants du Hamas se trouvent au Qatar. Donc c'est peut-être plus simple. Et puis, ça a toujours été le truchement de libération des otages. J'ai mémoire du président Sarkozy qui avait obtenu aussi, par l'intermédiaire du Qatar, la libération de Gilad Shalit. Donc oui, le Qatar est évidemment un acteur important de cette possible libération. La dimension humaine, elle concerne bien sûr les otages et le peuple israélien. Elle concerne aussi ce qui se passe à Gaza. Hier, la première ministre à l'Assemblée, je vais la citer, a appelé Israël à une réponse qu'elle qualifiait de juste. Elle a souligné qu'il y avait un drame humanitaire qui se jouait et que la distribution d'aide pour la population palestinienne exigeait une trêve humanitaire qui pourrait mener à un cessez-le-feu. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il faut une trêve humanitaire pour demain un cessez-le-feu ? Est-ce que le temps est venu de parler de cela ? C'est sur le terrain que ça se passe avec les spécialistes. Quand un pays, quel qu'il soit, et c'est le cas d'Israël, entre en guerre, et il y a été poussé. C'est pas Israël qui a décidé unilatéralement de faire une guerre. Il a été sauvagement agressé, et comme tout le monde le dit, il a le droit, je dirais même, il a le devoir de répondre. Et donc, quand on débute un combat, il faut se fixer des objectifs de guerre. C'est à Israël de définir si ces objectifs sont atteints ou pas. Et il est évident que la population civile d'abord été instrumentalisée par le Hamas pour servir de bouclier, et elle subit des conséquences lourdes. Mais je comprends, et c'est légitime, qu'il y ait une aide pour cette population sur place. C'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin d'en discuter. Et d'ailleurs, tout le monde a conçu qu'il fallait d'abord envoyer des moyens pour essayer de répondre à la question de pénurie d'eau, etc. Et que les objectifs de l'armée israélienne, qu'elle-même définit, doivent être atteints, parce que sinon, ça recommencera dans 10 jours, 2 mois, 1 an. Quand vous dites sinon ça recommencera, c'est-à-dire vous partagez l'idée qu'il faut réussir à éradiquer le Hamas. Mais je pense que tout le monde a compris qu'il n'y a pas de discussion possible avec un groupe, quel qu'il soit, qui nie l'humanité à ce point. Je vais vous dire quelque chose que j'ai mûri longtemps. Vous voyez, on est 15 jours après les assassinats, les massacres. J'ai mûri, parce que je n'osais pas la formuler. Fin 1944, les nazis lancent une opération qui s'appelle l'opération 1005, qui est une opération qui vise à faire réouvrir les charniers, reprendre les corps, rebrûler les corps, briser les os, bref, effacer les traces. Ça s'appelle l'opération 1005. Effacer les traces parce qu'ils ont conscience que ce qu'ils ont fait n'est pas acceptable par la communauté internationale, par l'humanité, et qu'un jour viendra où ils devront en rendre des comptes, et il ne faut pas qu'il y ait de preuves. Ils anticipent sur ce que sera le procès de Nuremberg. Donc ils cachent les preuves. Le Hamas a fait exactement l'inverse. Il a filmé, il a montré l'horreur, il a utilisé l'horreur. C'est-à-dire qu'il est allé dans la négation même du sentiment que ce qu'on fait est mal. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est une rupture absolue avec l'humanité partagée. On peut, vous et moi, ne pas être d'accord sur plein de choses. Est-ce qu'on fait Shabbat, est-ce qu'on fait dimanche, plein de choses on peut ne pas partager. Mais on est d'accord au moins sur ce qu'est l'humanité et ce qu'est le respect qu'on a pour l'humanité. Là, on a vu des choses qui ont d'abord sidéré la population parce qu'on n'arrivait pas à le concevoir. Personne. Il a fallu du temps pour intégrer. Et quand on n'arrive pas à concevoir quelque chose, on dit c'est pas possible. Les déportés qui sont revenus parlaient, racontaient, et les gens autour d'eux leur disaient c'est pas possible, vous inventez. Alors ils se sont tus. Mais là, les images trahissent cette trahison de l'humanité. Et donc, moi j'ai le sentiment qu'il faut que Israël fasse ce qu'il a à faire
en notre nom à tous, pas juifs, non-juifs, en notre nom à tous, pour le modèle de société et d'humanité qu'on défend. Mais vous disiez aider Mais les populations. cette humanité même impose effectivement, mais vraiment, de s'occuper des civils, parce que de toute manière, aucun pays au monde ne peut oublier ce qu'on appelle le day after, le jour après. Le jour où il faudra reconstruire évidemment la paix. Et c'est ça que je crois est l'impératif des Israéliens, qui n'attendent pas qu'on le rappelle de l'extérieur, qu'ils le savent très bien. Parce que ça fait 75 ans qu'ils vivent avec Donc des vous gens dites autour qu'ils d'eux n'ont pas qui ne veulent pas forcément leur besoin bonheur. que des dirigeants étrangers comme Joe Biden, comme Emmanuel Macron leur disent retenez votre main, préservez la vie des civils, sinon demain c'est un Et risque ils le d'escalade font. régionale. D'abord, est-ce qu'ils le font d'eux-mêmes? Je crois que l'armée israélienne est une des armées qui respecte. Enfin, quand on fait la guerre, ne croyons pas que c'est forcément beau et joli. Mais quand vous prévenez la population que vous allez bombarder tel ou tel endroit, c'est que vous prenez des précautions et que vous respectez ce qu'on appelle le droit de la guerre. Emmanuel Macron commettrait une erreur à rappeler à Israël qu'il faut modérer, tempérer. Pas du tout. Il a raison de dire, de rappeler les choses. Parce que quand on est, je crois qu'on est dans l'action, il y a toujours besoin d'avoir un rappel. Mais d'ailleurs, le président Biden l'a fait et ça a rassuré les Israéliens de se sentir aussi appuyés dans cette nécessité de répondre. Et c'est ce que le président, je pense que le président Macron fera. Il leur rappellera la nécessité de répondre. Mais moi, je sais que vous avez raison et que il y aurait une sorte d'inhumanité à ne pas considérer qu'une population souffre. Mais la population, elle souffre depuis combien de temps? Elle souffre aussi du manque de liberté, du manque d'autonomie, des massacres permanents, de l'instrumentalisation qui est faite de cette population depuis 2007 par le Hamas. Et là, personne n'a jamais rien dit, personne n'a trouvé à redire à cela. Donc je pense que là maintenant, on a les caméras du monde entier sur ce lieu. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on n'oublie pas aussi le conflit en Ukraine, parce que c'est quand même... On en parle effectivement également sur cette chaîne régulièrement, vous avez raison. Oui, mais on en parle beaucoup moins qu'il y a 15 jours. Moins parce que vous avez souligné effectivement vous-même l'horreur de ce qui s'était produit en Israël. Juste un mot, on évoquait à l'instant le sort des Français. Je précise qu'Emmanuel Macron vient à l'instant sur le réseau X de donner un nouveau bilan, bien sûr toujours 30 compatriotes assassinés, ça, ce bilan-là n'a pas bougé, mais en revanche, il parle de 9 de nos ressortissants qui sont toujours portés disparus ou retenus en otage, puisque leur sort est incertain. Je voudrais qu'on évoque également les répercussions en France, à Corsia, avec un tweet dimanche de Jean-Luc Mélenchon qui a beaucoup fait réagir Moi, en marge de la manifestation pro-palestinienne. Je suis pas un commentateur de ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il est sorti de toute logique. Et il faut arrêter de dire qu'il y a une ambiguïté. Il n'y a plus d'ambiguïté avec lui. C'est-à-dire ? Il n'y a plus d'ambiguïté. Il est antisémite, vous voulez dire ? Non, il a clairement fait un choix honteux, électoraliste, mais au moins qu'il assume, qu'il dise, voilà, moi je vais parier sur des gens qui se voient toujours pilotés littéralement par l'étranger pour adhérer à mes positions, et suivre ce que le NPA a fait en son temps. Quand en 2014, il n'y avait pas Mélenchon sur cette ligne, pas du tout. Mais en 2014, c'était le NPA qui encadrait les manifestations où on entendait mort aux Juifs. Ces manifestations qui allaient s'en prendre aux synagogues, soit la synagogue de la rue de la Roquette, la synagogue des Tournelles et la synagogue de Sarcelles. Donc c'est un créneau qu'il décide volontairement et en plus avec une forme de rage. Enfin, son message contre la présidente de l'Assemblée nationale qui fait son job avec une délégation d'aller voir ce qu'on fait tant et tant. Il dit qu'elle campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Alors, ce qu'on ne peut pas dénier à Mélenchon, c'est sa connaissance pointue, intime, très fine, et de la langue et des signaux faibles envoyés. Vous partagez l'idée qu'il faisait une allusion au camp de concentration, comme l'a dit la présidente de l'Assemblée? Je dis que ces mots cherchent à faire mal. Et donc quand les mots cherchent à faire mal et pas à réparer le monde, c'est une utilisation scandaleuse des mots. Mais par électoralisme ou par antisémitisme? Écoutez, laissez-le répondre lui. Mais je suis pas un habitué des accusations d'antisémitisme à la légère. Mais quand même, quand il y a... En sociologie, on a des preuves, et il y a ce qu'on appelle la théorie des fagots. Vous n'avez pas de preuves, mais vous avez beaucoup de petits indices que vous pouvez rassembler. Il faut qu'il fasse attention, mais pour ce qu'il a représenté par le passé, et ce qu'il a porté comme idéaux avec d'autres.
on peut pas, à un moment, faire comme si les mots qu'on prononce ne touchent pas et ne blessent pas les gens. Et on peut pas non plus faire en sorte de se sentir absolument irresponsable par rapport à ce qu'il dit. Quand il dit, au palais présidentiel, je le précise, pour rencontrer Isaac Herzog, le président israélien. Je vous en prie, M. Corsia. Mais quand on dit ce qu'il dit de la présidente de l'Assemblée nationale, on cherche d'une manière ou d'une autre, et en tout cas ces mots peuvent exciter des sots, comme aurait dit Kipling. Ces mots peuvent exciter des sots. Regardez comment un professeur, Samuel Paty, a été assassiné parce que sur Internet, des mots ont été dits contre ce professeur, et il y a quelqu'un qui a pris ces mots au rebond pour en faire une arme et une volonté de tuer, et il a tué. Aujourd'hui, est-ce que vous craignez pour votre sécurité encore davantage depuis le 7 octobre ? Moi, je crains pour la sécurité de l'ensemble de la communauté juive, parce que il y a, malheureusement, on l'a vu avec l'assassinat de Dominique Bernard, du professeur à Arras, à quel point il y avait des gens animés de haine. Et moi, je remercie les pouvoirs publics, le ministre de l'Intérieur, le président, le ministre de la Justice, qui ont rappelé la fermeté nécessaire. Le ministre de l'Intérieur a déployé des policiers, des militaires pour protéger l'exercice du culte. La réponse est suffisante, on ne peut pas faire plus. Je pense que on est tous dans une situation, tous les Français, nous sommes dans une situation où il y a des gens qui risquent quelque chose, mais au fond, on se rend compte qu'on risque tous. Quand il y a eu les attentats au Bataclan et aux terrasses de café, tout le monde était visé. Quand il y a eu, bien sûr, quand il y a eu charlistes et des journalistes, des policiers, puis des clients juifs, mais on partage tous ce risque. Mais on fait le choix de la vie. On fait le choix de poursuivre. J'étais en province, que je tourne beaucoup en province en ce moment pour voir les communautés. On a maintenu les conférences, on a maintenu les rencontres, on a maintenu tout ce qui se passe, les offices religieux, évidemment. Pardon, il ne faut rien modifier. Vous faites le parallèle en disant on est tous concernés. Il se trouve que quand il y a une alerte attentat, on renforce les contrôles, on est plus attentif, on est plus prudent. Est-ce que les Juifs de France doivent changer leur comportement, être plus prudents Tous les citoyens français doivent être prudents, mais je crois qu'il y a un enjeu majeur à poursuivre toutes les activités. Parce que ce serait donner une victoire à ceux qui veulent nous terroriser, nous pousser à nous enfermer. Et je crois, parce que je l'ai vécu la semaine dernière, j'étais à Nice, puis à Marseille, j'ai vu à quel point les gens ont besoin de se retrouver et de partager, à la fois de partager ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont envie de ressentir et de vivre avec les autres, mais aussi de partager le fait que c'est une affirmation de vie. Nous continuons. Comme l'aurait dit ceux qui rentraient à Stamosaki. Nous sommes ici. Nous sommes ici, nous sommes présents. Les chiffres sont quand même très impressionnants. Hier, le ministère de l'Intérieur disait depuis le 7 octobre, 588 faits antisémites signalés, 336 individus interpellés. Mais 330, voilà. 300, plus de 300 personnes interpellées, ça veut dire une réponse. Beaucoup plus de faits que sur toute l'année 2022. Voilà, évidemment, en quelques jours. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a évidemment une sorte de montée des actes antisémites. Mais là, il y a une réponse immédiate. Et non seulement interpellée, avec déjà des sanctions et des peines. Et moi, je crois que les directives de fermeté sont importantes, parce que on peut pas donner le sentiment que c'est rien, que ça passe par perte et profit. C'est ce que j'ai souvent reproché au système qui consiste à dire plus ou moins d'actes antisémites par rapport à l'année précédente. Et si on a moins 20%, on est tout content. Mais tout content que quoi ? Parce qu'il y a eu 300 faits antisémites, on est content. Là, uniquement, on le dit, on le remarque, parce que c'est dans une période très courte. Donc je crois qu'il faut vraiment utiliser cette façon qu'on a de dire maintenant il y aura une réponse immédiate et ferme pour faire vraiment de la lutte contre l'antisémitisme, de la lutte contre tous les racismes, mais la lutte contre l'antisémitisme, une grande cause nationale. Haïm Corsia, dans ceux qui prétendent lutter contre l'antisémitisme, ce matin encore sur cette antenne, Sébastien Chenu du Rassemblement National, il y a quelques jours à votre place, Jordan Bardella, le président du parti, disait « Nous sommes l'un des principaux boucliers pour protéger nos compatriotes de confession juive ». Qu'est-ce que les ça vous boucliers pour les compatriotes juifs, il y a 2, enfin 3 si vous croyez, et 2 si vous ne croyez pas. Si vous croyez, c'est simple, il y en a déjà 1. Mais si vous ne croyez pas, c'est la police et l'État. L'État, voilà le bouclier. Et le deuxième, ce sont tous nos concitoyens. Parce que il y a peut-être pire que l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme par indifférence. C'est ça ne nous regarde pas, après tout, c'est eux. Donc les boucliers de la communauté juive, ce sont l'État et tous nos concitoyens. Et je crois que c'est ça, le rêve républicain. C'est une façon de dire, quand quelqu'un est attaqué, je me sens concerné,
et je dis, me voici, je suis là. Et on l'a vu quand tous nos concitoyens pouvaient manifester avec nous, pouvaient mettre au moment de la marche du 11 janvier 2015, je suis Charlie, je suis policier, je suis juif. Mais le chef de l'État avait appelé une France unie. Vous voyez une France unie aujourd'hui quand on voit des manifestations avec des slogans de soutien Mais je vois au tous Hamas. les messages. Je vois tous les messages. Bon, c'est d'une certaine manière un épiphénomène. C'est scandaleux. D'ailleurs, le gouvernement au début les avait interdits. Et puis ensuite, on est obligé de voir. Le juge administratif a estimé qu'on ne pouvait pas tout interdire. Au cas par cas. Mais c'est au cas par cas, et les manifestations sont extrêmement contrôlées pour qu'il n'y ait pas de messages de haine, ou des messages clairement appelant à la mort des Juifs. Ce qui avait été le cas en 2014, donc on n'est pas dans un fantasme. Ça a existé sur notre sol. Mais moi j'ai le sentiment qu'il y a quand même une sorte d'union et d'unité nationale sur, le fait que ce qu'a subi Israël est incommensurable, et que rien ne justifie cela. Et deuxièmement, qu'on doit lutter ensemble pour faire perdurer ce rêve d'unité, parce que l'unité, c'est pas quelque chose qu'on décrète, c'est quelque chose qu'on construit au long cours, mais qui se brise immédiatement. Donc je crois qu'il faut qu'on sache qu'on fait face tous ensemble à une menace, et c'est peut-être ça, on fait face ensemble à une menace, et on construit ensemble une espérance. Comment vous expliquez qu'en 2023, en France, encore, on en soit à discuter d'actes antisémites, de la place de l'antisémitisme dans le débat public? Parce que c'est un indicateur assez fin de l'état d'une société. L'antisémitisme, c'est en fait le rejet de celui qui est comme moi, mais pas comme moi, qui est un peu différent. Et une société qui n'accepte pas cette différence, c'est une société qui va mal. Parce que si on n'accepte pas la différence, alors on n'accepte personne, parce que personne n'est absolument identique à moi, personne. Et donc, moi je crois que ça veut dire qu'on a encore quelque chose à améliorer dans notre société, dans la prise en compte du sentiment d'abandon des uns des autres, dans la révolte des uns et des autres, dans le sentiment de ne pas faire partie de la même société, comme s'il y avait des sociétés à côté de la société. Mais il n'y a pas d'excuse à trouver à l'antisémitisme. Il y a juste à lutter, d'abord par la fermeté, et ensuite par l'éducation, par la connaissance. Mais c'est valable aussi pour tous les racismes. Dès qu'on rejette quelqu'un, on rejette une part de soi. Et donc, on fracture la société dans laquelle nous sommes. Je ne suis pas irénique, je ne suis pas idyllique, je vois le monde tel qu'il est. Mais je vous dis simplement, si vous n'avez pas cet objectif à long terme, de vous fixer ce rêve de fraternité et d'unité comme un horizon, donc vous ne l'atteindrez jamais. Donc je crois important de garder des rêves, et oui, de rappeler que l'unité est un objectif majeur. Mais pour le dire, est-ce que vous vous verriez organiser, ou est-ce que vous souhaiteriez voir organiser des rassemblements de soutien à nos compatriotes de confession juive, à l'État d'Israël? Vous preniez l'exemple des manifestations post-attentat qu'on a vécues par le passé en France. Pour le moment, les seules manifestations auxquelles on assiste, ce sont effectivement, je mets de côté un rassemblement qui a été organisé il y a quelques jours, mais ce sont des manifestations qui se disent pro-palestiniennes ou, pour certaines, pro-Hamas. On ne voit pas de grands rassemblements de soutien aux Juifs de France ou à l'État d'Israël. Mais il y a peut-être plus fort, qui est cette somme de manifestations individuelles, des personnes qui envoient des messages, qui dans la rue disent aux gens qui repèrent comme des Juifs, nous sommes avec vous. Et ça me revient de partout. Et je vous dis, partout en province, par exemple, j'étais la semaine passée dans 3 villes différentes de province, et j'ai bien vu à quel point l'ensemble des fidèles des comités que je rencontrais me disaient, on a des messages de partout, de musulmans, de catholiques, de protestants, d'athées, des autorités, des gens dans la rue, des amis, des proches. Au fond, une façon de dépasser la capacité à manifester dans la rue, qui, avec les réseaux sociaux, ne se compte plus de la même façon, mais qui appelle à cette solidarité de proximité, du quotidien. Celle qui touche chacun et chacune. Mais est-ce que vous dites que si l'escalade intervient au Proche-Orient, mécaniquement l'escalade interviendra en France? L'escalade au Proche-Orient, pardon, mais elle est déjà là. Donc on ne peut pas dire qu'il va y avoir encore plus d'escalade. Il y a déjà, là, maintenant, on est déjà dans une situation où Israël répond au Hamas et dans une guerre contre le Hamas. Donc la structure du pays en France tient, mais vous avez raison. Je crois qu'on a des gestes à trouver, tous les responsables religieux ensemble, pour
manifester à la population que nous sommes ensemble et qu'on a quelque chose à défendre et à porter ensemble. On le fait au niveau d'une conférence des responsables de culte en France. Ça se fait, on se voit tout à l'heure. Nous sommes le 24. Nous sommes le 24, tout à fait. Eh ben, c'est tout à l'heure, on se voit tous ensemble tout à l'heure. Donc pour aborder la question d'un geste commun. Mais regardez, on travaille aussi sur le long terme. Mais un geste commun qui pourrait prendre quelle forme ? On a déjà fait un texte commun, mais on cherche une réponse, quelque chose qui dise à la société dans son ensemble, on a tellement à gagner à être rassemblés. Mais nous allons aussi parler, par exemple, dans cette réunion de tout à l'heure, du travail sur la COP28. C'est-à-dire l'environnement, c'est-à-dire aussi la projection dans un futur. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi vous parlez de l'environnement quand on parle de guerre ? Mais parce que s'enfermer dans l'immédiat, c'est se couper de la projection dans le futur et donc de la projection dans un monde qu'on espère apaiser. Et on continuera à le faire. Et on a bien compris votre message ce matin, Haïm Corsia. Il faut aussi continuer à vivre le choix de la vie. Très important. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de LCI ce matin.